Au journal sur Canal 2 International, voici les principaux titres à la une de l'actualité ce lundi. SOS, élus locaux en danger après l'enlèvement du maire de Bamenda 2e et ses conseillers. C'est au tour de l'honorable madame du SDF d'être la cible des hommes armés non identifiés. Son domicile a été réduit en cendres par un incendie criminel dans la nuit de dimanche à lundi. Un vent de menaces et d'actes qui pousse les représentants de partis à se retirer de la course au double scrutin de 2020. Faut-il légiférer davantage l'autochtonie au Cameroun? La loi encore en examen suscite déjà une vive polémique et crée le débat sur l'opportunité ou non de faire un texte en la matière. Ministère de l'enseignement supérieur ou le mur des lamentations, les docteurs recalés poursuivent leur manifestation. Ils décrient depuis ce week-end la procédure de recrutement de leurs collègues au détriment des ayants droit, des larmes, de la colère, des revendications à suivre dans ce journal. Il était une fois Tara, la mascotte du Chan, qui n'enchantait pas. Depuis sa présentation samedi dernier, les critiques fusent de toutes parts et Tara semble ne pas avoir de frère acquis à sa cause. On en parle dans ce journal. Soyez les bienvenus une fois de plus au 19h50 sur Canal 2 International. L'affaire David Kenyé Défaut, le comptable de la Société de commerce générale Santa Lucia, assassiné lors d'une agression à ciel ouvert le 2 décembre dernier à Bonanjo, vient de connaître une avancée majeure vers sa résolution. 4 hommes présumés auteurs du braquage et du vol de 20 millions de francs CFA ont été présentés à la presse. La scène de crime a également été reconstituée ce lundi même. Voyons cela avec Marc-Lionel Chameau et Henri Chinda qui était sur le terrain. Justement, l'assassinat de Monsieur David Kenyé, décédé le 2 décembre dans un braquage qui a mal tourné à quelques pas de cette légion de gendarmerie ici à Bonanjo, autour de l'endroit qu'on a appelé Écho de Bonanjo. Une avancée majeure puisque 4 hommes identifiés comme les auteurs de ce braquage. Les voici en tête de file. L'indique de l'affaire, le nommé Photo Victor Calvin, agent de sécurité à Santa Lucia et ancien repris de justice. J'ai tous donné l'information à Camara. On lui dit qu'il y a quelqu'un chez nous qui parle là tous les lundis. Il m'a dit qu'il peut prendre, pas que j'ai compté qu'il devait amener les gens, qu'il peut aller lui-même chercher ça seul. Donc voilà toute l'information. Le cerveau de la bande, Souleymane Sali, alias Camara. C'est lui qui recrute à son tour 2 braqueurs, tous repérés dans les vidéos de surveillance, dont un, Yaouba, alias DG, reconnaît son forfait. Je suis là pour un braquage et assassinat. Mais je trouve que c'est parti pour voler. On a tué quelqu'un, prendre de l'argent. Et toi, ton rôle dedans, c'est quoi? C'est moi qui ai tué. C'est moi qui avais l'arme. Depuis le crime commis le 2 décembre dernier, les éléments de la Légion de gendarmerie constitués du Bureau de lutte contre la grande criminalité et la compagnie de gendarmerie de Douala 1 se sont lancés à leur trousse. Du 5 au 10 décembre, ils ont mis la main sur 4 des 5 suspects. L'un d'entre eux a été pris dans les filets de la gendarmerie du côté de Bagno, dans la région de la Damawa. Nous saisissons cette occasion pour lancer un vibrant appel à la population à laquelle nous demandons de continuer à soutenir le travail des forces de sécurité à travers une vigilance accrue et la fourniture des renseignements. Nous voulons surtout sensibiliser les opérateurs économiques de la ville de Douala à faire preuve de prudence et plus de discrétion dans la conservation, la manipulation et le transport de fortes sommes d'argent. Nous les exhortons à toujours faire confiance aux forces de sécurité et surtout à solliciter les structures appropriées de transfert de fonds. Avec la reconstitution des faits, on voit clairement comment ces présumés braqueurs assassins ont effectué leur tour, suivant les caissiers de Santa Lucia aux premières heures de la matinée devant l'agence Cité Sicam jusqu'à Bonanjo où ils sont passés à l'acte.
Le 5e suspect qui a fourni l'arme et d'autres moyens de l'opération serait toujours en fuite. Quant à ces derniers, leur sort est désormais entre les mains du commissaire du gouvernement de Douala. Et vous parlez de criminalité, Marc-Lionel Chouamau. Les flammes ont consumé dans la nuit d'hier à ce matin à Batibo le domicile de l'honorable Mbadam, député SDF, membre imminent du parti. Il serait la cible de combattants séparatistes qui réclament son départ de l'Assemblée nationale. Une attaque contre un élu local dans la région du Nord-Ouest parmi bien d'autres. Monique Naoussi-Fosso et Annie Collins nous apportent les détails dans cet élément. Le domicile de l'honorable Mbadam n'est plus qu'un tas de ruines, décimé par les flammes dans son village natal à Batibo, dans la région du Nord-Ouest. Dans cette localité, les séparatistes sont suspectés d'avoir brûlé le domicile de ce dignitaire du SDF. Le feu aperçu à minuit dimanche est resté vif jusqu'au lever du jour. Si les raisons ne sont pas annoncées par les suspects, les spéculations indiquent que cela serait dû au fait que l'honorable Mbadam n'ait pas respecté sa promesse de démissionner de l'Assemblée nationale. Une promesse qu'il avait auparavant faite aux séparatistes lorsque ces derniers le lui avaient ordonné dans son domicile à Batibo. Une exigence qui visait, selon les séparatistes, à faire pression sur Yaoundé. Les villageois disent avoir tenté d'extinguer le feu à minuit, mais ont été dissuadés par des coups de feu. Le docteur Mbadam fait partie des premiers parlementaires du Social Democratic Front depuis la création de ce parti en 1990 et est candidat au double scrutin de février prochain. Son parti ayant automatiquement investi presque tous les anciens aux municipales et aux législatives, seul l'honorable Cyprien Aoudou Baya de Nkambé s'est retiré de la course pour ce rendez-vous électoral. L'incendie du domicile de l'honorable Mbadam se produit quelques heures après l'enlèvement du deuxième adjoint SDF à la mairie de Bamenda. Dans la même foulée, le maire RDPC de Bali a quitté la localité aussitôt que son nom est apparu sur une liste des candidats en compétition pour les élections. Monique Naoussi-Fosso, vous terminez votre élément avec le visage du maire SDF de Batibo, Frédéric Tétou Tandjo, qui a décidé de se retirer de la course au municipal. Il ne représentera pas son parti dans la localité. Dans une lettre de désistement, il déclare que sa décision émane des différents kidnappings, demandes de rançon et de l'incendie survenu chez l'honorable Mbadam. Il s'offusque du fait que les défenseurs de la cause anglophone soient ainsi pris à partie. Une démission qui risque, selon les informations, être la première d'une longue série. La vie de nombreux candidats serait désormais en danger dans la zone. Parle de ce double scrutin qui désignera maire et député. Intéressons-nous à ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Bien qu'étant encore en examen, le projet de loi portant code général des collectivités territoriales décentralisées est loin de faire l'unanimité au sein de l'opinion publique. Entre régime spécial applicable aux agglomérations urbaines, statut spécial des régions du Nord-Ouest, du Sud-Ouest et règles applicables aux régions, Patrick Christian Dobo et Marius Kossou nous proposent quelques grilles de lecture de ce projet dans cet élément. Le décodage du Code général des collectivités territoriales décentralisées anime actuellement le débat public à travers certains de ses articles. En attendant la mouture finale, le texte en examen veut donner une nouvelle impulsion à la décentralisation dans notre pays. Sur le plan structurel, le statut du délégué du gouvernement va disparaître. Maintenant, le second point qui me semble essentiel, c'est qu'on aura un exécutif régional qui pourrait se comporter comme une assemblée politique délibérante en adoptant des lois qui vont s'appliquer spécifiquement dans le cadre des zones dites en crise. L'autre débat qui accompagne l'examen de ce texte porte sur le choix des chefs d'exécutifs communaux et des agglomérations urbaines. Les maires d'arrondissement peuvent être des allogènes, mais le maire central qui sera élu par l'ensemble des maires des arrondissements doit être prioritairement un autochtone. C'est ce que dit les dispositions du Code général de la décentralisation. À côté du statut spécial des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, qui leur accorde une assemblée régionale comme organe délibérant et un conseil exécutif régional, l'implication de la ressource humaine qualifiée fait également débat. Les acteurs principaux d'implémentation de la décentralisation ont été oubliés dans ce projet de code. Or, il y a un personnel formé déjà au CEFAM
qui ouvre les restaurants au quartier, qui se balade en journée, qui n'est pas intégré. On parle de manque de personnel qualifié. Entre espoir, polémique et interrogation légitime, la question fondamentale au bout du compte reste celle de savoir si ce projet apporte des réponses adéquates aux aspirations d'autodétermination recensées au sein de ces collectivités. Il revient donc aux parlementaires et à l'exécutif en fonction d'y apporter une réponse appropriée. Et on continue de parler de ce projet de loi. Nous rentrons tout de suite en direct de la capitale. Retrouvez Alain Ghislain Kanga. Alain, bonsoir à vous. Bonsoir Catherine Moukouri, bonsoir à tous. Le projet de loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées anime les débats à la fois au Parlement et dans les chaumières. Le texte qui consacre les avancées notoires en matière d'opérationnalisation de la gouvernance et du développement local ne fait pas l'unanimité, mais la société civile camerounaise semble approuver l'initiative gouvernementale. Et raison dans cet élément de Janice Kamga et Samuel Bonis. La Constitution gabounaise a tracé le chemin. En droite ligne, l'article 246 du Code général des collectivités territoriales décentralisées traite de l'autochtonie. Dans cet élément et dans sa lettre, le projet de loi donne aux super-maires des centres urbains à être autochtones. L'esprit est qu'il faut préserver les minorités dans la diversité des métropoles cosmopolites. Légiférer là-dessus, c'est créer, ce serait même causer une espèce d'entorse à la Constitution. On ne peut pas parler d'égalité de tous et créer des inégalités artificielles. La Constitution de 1996 consacre, n'est-ce pas, la terminologie telle que autochtone et allogène. Dès cet instant, on peut penser que pour le projet de loi qui a été déposé sur la table de l'Assemblée nationale, que le législateur camerounais est resté constant. En démocratie, le principe c'est le nombre ou la quantité. Mais face à la citoyenneté mondiale, il faut toujours protéger les moins puissants. Au sens juridique, l'intérêt est la péréquation et la justice sociale, la justice tout court. Votre grand-père peut être d'une certaine région, votre papa et votre maman sont d'une autre région. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut entendre par autochtonie? Il faut le reconnaître, nous venons tout de même de quelque part. Ce serait quand même, à mon sens, juste, n'est-ce pas, que des minorités ne puissent pas disparaître et puissent quand même avoir droit au chapitre. Ce qui est réel, c'est que la situation actuelle dans notre pays, à mon sens, ne sera pas différente. Tous les délégués de gouvernement aujourd'hui, dans notre pays, sont issus des régions. Au-delà de la lecture conceptuelle, l'originalité de l'État se trouve dans la norme qui peut et doit s'ouvrir à l'international pour que vive l'identité. Vous avez plutôt suivi l'élément de Ghislain Pierre-Essonneau qui revenait sur cette question qui se pose en ce moment. Faut-il légiférer davantage l'autochtonie au Cameroun? Et vous l'avez bien vu, en l'état, la Constitution en fait cas et la loi en examen au Parlement ressuscite le débat sur l'opportunité ou non de faire un texte en la matière. Revenons à présent sur ce qui était sur le projet de loi portant au Code général des collectivités territoriales décentralisées qui anime les débats à la fois au Parlement et dans les chaumières. Le texte qui consacre les avancées notoires en matière d'opérationnalisation de la gouvernance et du développement local qui ne fait pas l'unanimité et la société civile camerounaise semble approuver l'initiative du gouvernement. Janice Kamga et Samuel Bonis. Pour la société civile, le tout nouveau projet de loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées apporte surtout des réponses d'ordre pratique. Il vient compléter une législation déjà fleuve en la matière. Cas pratique, la question de l'obligation de résidence des édiles locaux. De nombreux maires occupaient le poste en résidant ailleurs. Ils étaient en séjour. Lorsqu'on nous dit que toute violation à cette disposition pourrait valoir au bout du rouleau compresseur la destitution par décret du président de la République, il faudrait par exemple que cela soit appliqué. Ici, un projet de code général, c'est la consolidation d'une production juridique jugée abondante, la consécration de la spécificité locale,
À l'instar du statut des régions désormais spéciales du nord-ouest et du sud-ouest, l'exemple de la France est patent. Paris a un statut particulier. La notion de statut particulier qui s'appuie évidemment sur les spécificités historiques, linguistiques, parfois géographiques de certaines collectivités locales. Plus loin dans le détail des articles, l'autochtone est désormais la pierre angulaire du développement local. La question, par exemple, du sous-système éducatif, de la justice, du common law, les assemblées régionales, les conseils régionaux sont dans le texte. Et l'élaboration de ces dispositifs qui vont permettre d'impliquer le citoyen à la base, le citoyen au niveau communautaire. Au-delà de toute polémique, la société civile se veut pragmatique et est ancrée dans le train de la décentralisation, désormais en marche. Dans l'actualité également, grogne des enseignants vacataires. Les docteurs recalés poursuivent le sitting devant le ministère de l'Enseignement supérieur. Ils dénoncent la procédure moins transparente de recrutement de leurs collègues au détriment des ayants droit. Une centaine a trouvé refuge à l'esplanade du MINSUP et ne compte pas lâcher prise. Reportage, Brand Kamga, Michel Foucault. 3 jours déjà que dure leur pèlerinage en mode sitting à l'esplanade du ministère de l'Enseignement supérieur à Yaoundé. N'ayant pas été retenus sur la première vague de recrutement de 2000 enseignants, les docteurs chômeurs sont en colère et dénoncent l'injustice. Nous avons des personnes qui ont été recrutées sans thèse doctorat, alors qu'il s'agissait des docteurs chômeurs. Notre souci, c'est que les docteurs fonctionnaires sont privilégiés et il y a même des doublons. Il y a des personnes qui sont recrutées à plusieurs postes, parfois des postes même différents. Le recrutement pour nous ici, c'est tout ce qui nous reste en fait. Il y a beaucoup parmi nous qui sont frappés par la limite d'âge. C'est-à-dire que passé le 31 décembre 2019, ils n'auront plus la possibilité de postuler. Docteurs de grade, ils sont assis à même le sol depuis samedi, après la publication des résultats. Plus de 150 docteurs de plusieurs ordres et venus d'horizons divers qui jusqu'ici ont reçu des visites sans succès. Ce matin, nous avons fait un d'honneur au Premier ministre qui nous a reçus, en fait qui s'est arrêté, qui est venu vers nous et qui nous a demandé de le rencontrer. Ce qui a été fait, donc voilà, nous attendons. Nous espérons que le président de la République qui a autorisé le recrutement des docteurs chômeurs n'est pas sourd, qu'il nous entend. Et nous espérons qu'il doit voler à notre secours parce que nous sommes à bout de souffle. À bout de souffle, ils veulent un matricule. En attendant le précieux sésame, il y a encore un peu d'énergie pour se faire entendre. Même si ça prend un mois, nous on est là. Donc de grâce, si vous avez de quoi, quelques bouts de pain, apportez-nous aussi, même si c'est des jours de fête. Nous allons rester jusqu'à ce que le chef de l'État puisse nous écouter. Des signes précurseurs d'un long chemin de croix. Une conférence de presse est annoncée ce mardi au ministère de l'Enseignement supérieur pour avoir la position exacte du chancelier des ordres académiques sur cette première vague de recrutement qui fait grand bruit. Opération Noël pour tous par un meilleur accès au marché par les consommateurs. La campagne est lancée pour des fêtes pas chères via les produits de masse à bon prix. Reportage Janice Kamga, Lungvanda. C'est chez les COPS que le gouvernement lance Noël pour tous. Symbole de petits budgets et grandes ambitions pour les cuisines et tables. Ici au campus de Soa, Ngwa Ekele, le souhait du ministre du Commerce, c'est que les commerçants réduisent au maximum leur marge de bénéfice. C'est le sens du contrat moral que le gouvernement a signé avec les opérateurs économiques, de manière à ce qu'ils renoncent le temps de la fête à leur marge et qu'ils mettent les produits à prix coûtant à la disposition des consommateurs. Ici, les commerçants promettent de jouer le jeu. Au-delà du prix, il faut assurer la disponibilité des produits afin de ne laisser personne, surtout les petites bourses, sur le bas-côté de la fête. Concerné si les produits existent sur le marché, si les produits sont disponibles. Mais être disponible ne suffit pas. Il faut que ces produits soient abordables, à des prix abordables. L'opération lancée ce jeudi va durer jusqu'à début janvier prochain.
Et à présent, opération sauvegarde du bassin du lac Tchad. Les experts nationaux de cette commission réunis ce matin à Yaoundé ont tablé sur de nouvelles stratégies pour le préserver. C'est en prélude aux assises de la 65e session ordinaire des ministres de la dite commission. Les détails avec Delphine Foncoutene et Samuel Bonis. Il couvre moins de 10% de la surface qu'il occupait dans les années 1960. Le bassin du lac Tchad est de plus en plus fragile. Il fait face à de nombreux défis tels sécuritaires, environnementaux, sociaux, économiques et humanitaires. Au cours de cette année 2019, la commission du bassin du lac Tchad a initié une variété d'activités visant notamment la sauvegarde, la stabilisation et le redressement de cet espace. D'aménagement hydro-agricole. C'est des activités précises qui permettent aux gens de cultiver, qui permettent aux gens de pêcher, qui permettent aux gens également de faire des activités de, comme on dit, de la communication, c'est-à-dire la mobilité rurale, parce qu'il n'est pas aisé de se mouvoir dans le lac Tchad. On produit beaucoup de choses dans le lac Tchad, mais comment faire pour que ces activités, ce qui est produit, soit envoyé vers les zones où on va les consommer? Des experts nationaux des pays membres de la commission du bassin du lac Tchad sont réunis depuis ce 16 décembre à Yaoundé. Objectif: examiner les documents techniques et activités menées au cours de l'année qui s'achève. Nous allons discuter du budget 2020 de la commission. Nous discuterons également du plan annuel de travail de la commission du bassin du lac Tchad. Bref, nous parlerons de tous les projets que nous entendons réaliser pendant l'année 2020 qui arrive. Au nom du ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Jean Tchofo lance officiellement ses travaux qui se tiennent en prélude à la 65e session ordinaire des ministres de la commission du bassin du lac Tchad. Et la suite du 19h50, c'est à Douala avec vous, Aimé Catherine Moukouri. Bonsoir. Et on parle justement du bassin du Congo. Trouver des méthodes pour lutter contre le braconnage, assurer l'encadrement de la transhumance et barrer la route à la circulation des groupes armés entre le Sahel et la Guinée équatoriale. Tel est l'objectif de la conférence internationale sur la sécurité des forêts du bassin du Congo qui se tient à Douala. Les travaux ont été ouverts par le président en exercice du COMIFAC, le ministre Jules Dorette-Ndongo. Il était au micro de Robert Charlitoc et Thierry Nana. Vous avez des troupeaux qui, depuis les temps immémoriaux, ont des corridors qu'ils suivent. Et cela vous crée des incompréhensions entre les éleveurs, mais également les agriculteurs qui, eux, sont propriétaires de zones de pâturage. Ces problèmes doivent être adressés. Vous avez également aujourd'hui la question de la circulation des armes, notamment de guerre, et que les braconniers se sont appropriés. Nous sommes passés du système où on était habitué à un braconnier avec sa lance et sa flèche. Aujourd'hui, vous avez des braconniers lourdement armés, à dos de cheval, et qui font face à des éco-gardes tchadiens, camerounais, centrafricains, qui, eux, n'ont pas les moyens nécessaires pour apporter une réponse appropriée. Donc, toutes ces questions vont être abordées et certainement nous ferons appel à la coopération internationale, à nos partenaires techniques et financiers pour que les moyens adéquats puissent être dégagés et être mis à disposition. Autre chose à présent dans ce journal Noël en couleur pour les enfants et parents Baka de Meyo-Messala. Ils ont reçu des paquets venus de la première dame du Cameroun. Chantal Biya a également offert à ces derniers des consultations gratuites. Un message porté par la fondation Chantal Biya. Lille Piedjou, Emmanuel Kweta pour les précisions. C'est une grande première pour ces enfants Baka du canton Boulou du Dja. Ils reçoivent jouets et autres friandises pour les fêtes de fin d'année. Pour leurs parents, des denrées alimentaires constituées de riz, sel, viande de porc, savon, huile, entre autres. L'auteur de tout ceci, la mère Noël, Chantal Biya, première dame du Cameroun. De quoi pleurer de joie. Ce geste de générosité de la première dame du Cameroun ne s'arrête pas là. Elle a fait venir ici une grosse équipe de médecins. Pendant 3 jours, les malades doivent être pris en charge. Entre consultations générales, soins dentaires, sensibilisation sur le VIH/SIDA et autres soins curatifs et préventifs, rien n'a été ignoré ici, au grand bonheur de ces populations qui ont du mal à bénéficier des soins de qualité au quotidien. La première dame
à travers la fondation Chantal Biya et EVA Sud également puisse penser à ces personnes-là, aux personnes BACA, aux personnes même halogènes qui sont tellement pauvres vraiment en fin d'année. Le fait d'avoir pensé à eux en venant leur donner des soins gratuits, des médicaments, des cadeaux, pour nous vraiment c'est quelque chose de très très réconfortant. Les populations du village Nkongoulou et environ sont venues par centaines suivre le message de l'ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO à travers sa fondation, la fondation Chantal Biya, ici à Meyomessala. Même l'autorité locale est bluffée par cet élan de cœur. La campagne a le mérite d'obéir aux 4 dimensions de la stratégie sectorielle de la santé. La première dimension, la lutte contre la maladie. La deuxième, c'est la promotion de la santé, la prise en charge des cas et enfin le renforcement du système de santé. Les carillons de Noël peuvent sonner dès cet instant. Les Baka du canton Boulou sont prêts. Et la première dame Chantal Biya peut se réjouir cette année encore d'avoir fait briller dans les yeux de ses villageois une lueur d'espoir d'un avenir radieux. Un mot en culture dans ce 19h50, la 2e édition du Festival des musiques et danses du Salon des arts patrimoniaux et archéologiques s'est ouverte ce jour à Douala. Les aires culturelles Fambeti, Sawa, Grassfield, soudano-sahélienne ont été présentés au public et venus participer à ce grand rendez-vous de la culture camerounaise. Le compte rendu de Junior Ossin et Stéphanie Binac. Danse Baneng, Umbok dans l'Onkam, Ngoso, rythme et danse et sewe. Propre au littoral et du Ndjamandjong, venant du nord-ouest, quelques rythmes et sonorités camerounaises présentés ce jour au public de Douala à la salle des fêtes d'Aqua. La 2e édition du Festival des musiques et danses patrimoniales, Salon des arts patrimoniaux et archéologiques, est ainsi lancée. Une sorte d'invitation adressée aux artistes locaux d'exploiter les sonorités et rythmes du pays. Certains observateurs font savoir que la communauté artistique et culturelle, notamment les artistes musiciens, semble avoir perdu le nord. Il est donc important qu'on rentre dans nos sources pour y retrouver certaines sonorités et certains rythmes qui peuvent servir de ressort à l'éclosion de l'art du Cameroun et particulièrement de la musique moderne. Fambeti, Sawa, Grassfield et soudano-sahélienne sont, entre autres, des aires culturelles présentes à ce rendez-vous, dont le but est également de renforcer l'unité du Cameroun à travers sa diversité. C'est de montrer au peuple camerounais tout ce qui peut être dans la diversité de son patrimoine. Du nord, du sud, de l'est et à l'ouest, vous voyez vous-même qu'il y a une véritable diversité dans nos danses, dans nos patrimoines et même tout ce qui concerne l'archéologie de notre pays. À l'occasion, de nombreux objets d'art sont exposés. Des chorégraphies historiques sont présentées et ce jusqu'au 17 décembre 2019. Nous ouvrons à présent la page des sports de ce journal. Tara, retenez ce nom, c'est celui de l'œuvre vainqueur du concours lancé par le ministère des Sports et de l'Éducation physique pour la mascotte du championnat d'Afrique des Nations Total 2020. À peine dévoilé, le sujet au centre d'une polémique nationale. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Voici l'enquête d'Arnaud Nguefak et Francis Guepna. Des pelles excavatrices en pleine action, les vrombissements des engins en continu. Une tête de lion, on dit d'elle bien affreuse. Des membres de Contador, irréguliers au regard. Des couleurs du drapeau camerounais sur le corps. On l'a appelée Tara. Choix du jury spécialisé. Mascotte du championnat d'Afrique des Nations Total Cameroun 2020. Dévoilé à l'issue d'un concours populaire et bien couru. Une cinquantaine de propositions sont parvenues. Après dépouillement, premier, deuxième niveau de dépouillement, 11 sont restés. Dans les 11, 3 ont retenu l'attention du jury et c'est ces 3-là que le jury a proposé.
L'opinion sur les réseaux sociaux notamment a vite fait de vomir Tara. Sujet devenu vedette dans tous les commentaires ou presque. Mascotte pas au goût de ceux-là. C'est une mascotte qui me paraît grossière, de par sa stature, sa composition. On voit une grosse crinière, vraiment on a du mal à saisir, n'est-ce pas, ce qu'on veut traduire à travers ces mascottes-là. Le débat enfle. Les critiques sont négativement florissantes et les qualificatifs de plus en plus grossiers, destinés à l'art exprimé à travers cette mascotte. Dire là qu'elle est laide, elle est grosse, deux réactions. La première, c'est d'être encore plus conscient que le football au Cameroun, c'est très très sensible et que ça concerne tout le monde. La deuxième réaction, c'est l'étonnement. On fait des commentaires sur ce qui n'existe pas. La mascotte, en réalité, n'existerait pas encore. Pour le jury, il était question samedi dernier du dévoilement du résultat d'un concours. Les 3 propositions faites ne sont pas définitives. Aucune des 3 œuvres ne remplit les conditions requises et le jury, dont je suis membre, a donc prescrit au comité d'organisation qu'il y ait un accompagnement de ces œuvres pour arriver à la proposition d'une mascotte. Patience donc, la mascotte arrive, la vraie. Pour certains, la préoccupation doit être ailleurs lorsqu'on parle du football. La mascotte ne viendra jamais jouer. La mascotte, c'est juste pour le décor. Il faut que nous dépassionnions un peu les débats par rapport au choix qui a été fait. Des formules mathématiques moqueuses ont déjà été inventées pour le déshonneur de cette mascotte. Quelqu'un dira pourquoi même. Ah, Tara. Et on continue de parler des préparatifs du CHAN 2020. Les chantiers avancent. Au stade Omnisport comme à Japoma, on parle de la phase 1 déjà terminée. Les essais de fonctionnement des stades sont en cours pour une livraison en début d'année 2020. La pénétrante S, quant à elle, change progressivement de visage. Là-bas, l'entrepreneur assure de la fin des travaux dans les délais requis. Charles-Robert Itoc, Thierry Nana. Des pelles excavatrices en pleine action, les vrombissements des engins en continu, les travaux des différents chantiers liés à l'organisation du CHAN Total Cameroun 2020 avancent. Au stade Omnisport de Douala, la phase 1 des travaux est terminée, reste la phase 2. Pratiquement terminé dans sa phase 1. On terminera les travaux samedi prochain. C'est-à-dire qu'après samedi prochain, il n'y a plus de travaux à faire pour la phase 1. Il reste après quelques travaux qui restent à faire sur les travaux de la phase 2. La phase 2, ce sont tous les arrangements pour accéder au stade qui dépend aussi du travail, de l'avancement des travaux faits par la communauté urbaine. C'est-à-dire libérer les emprises d'accès au stade et puis l'espace. Mais Douala Bepanda est prête déjà pour la compétition. Pour le CHAN, en tout cas, ça va être magnifique. À la pénétrante S, l'allure de la voie se dessine déjà. L'entrepreneur assure du respect des délais. Au complexe sportif de Japoma, la phase des essais de mise en service du stade est enclenchée. La livraison du stade de football est prévue pour le mois de janvier 2020. Une grande satisfaction du comité de site de Douala. Nous sommes satisfaits de ce que les entreprises sont à pied d'œuvre. Il n'y a pas d'arrêt des travaux et les engagements pris depuis que l'équipe de la CAF est passée, nous avons noté beaucoup d'améliorations et nous pensons que nous tiendrons les délais. Rendu au mois de décembre, tout est fin prêt pour que le mois d'avril, tous les chantiers soient livrés à temps. Après cette visite de chantier, intéressons-nous à la visite de courtoisie et de consultation. Le groupe Biopharma a reçu le 12 décembre une importante délégation de l'administration des douanes avec à sa tête le chef secteur douane Littoral 1. Une visite qui entre dans le cadre du partenariat entre les douanes et les entreprises. Alain Bertrand-Quetchouan et Serge Tachemo pour les précisions. Direction générale du groupe Biopharma. Le 12 décembre 2019, la forte délégation menée par Georges Mendunga, chef secteur douane Littoral 1, est accueillie par Francis Nana, PDG du groupe Biopharma. Après une visite guidée des différentes usines, Eurocosmétiques, unités plastiques et les laboratoires Biopharma, les deux parties vont échanger sur les questions qui freinent le business au niveau des douanes.
Nous avons créé un nouveau concept au secteur des douanes littoral 1 qui consiste à aller visiter les entreprises sur place. Et ces visites visent donc à aller comprendre quelles sont les difficultés que rencontrent les entreprises, à aller comprendre quel est le processus de fabrication des marchandises, à aller comprendre quelles sont les difficultés que ces entreprises peuvent éprouver par rapport au service des douanes et donc de chercher des solutions pour pouvoir les accompagner. Cette descente sur le terrain découle de la mission économique des douanes, celle d'accompagner les entreprises vers le développement. Après avoir compris comment Biopharma fonctionne, après avoir compris ses problèmes, nous sommes venus l'accompagner pour qu'il puisse augmenter son chiffre d'affaires, pour qu'il puisse augmenter ses activités, pour qu'il puisse réduire les temps d'attente en douane et puis qu'il puisse réduire les coûts qui sont générés par les opérations de dédouanement. Malgré l'incendie subi l'an dernier, le groupe Biopharma reste l'une des plus importantes industries cosmétiques au Cameroun. Le groupe Biopharma nourrit beaucoup d'espoir en cette visite de l'administration douanière. La réduction des délais de transit de nos marchandises au port de Douala et puis essayer de discuter pour pouvoir avoir des avantages pour éviter certaines tracasseries au port de Douala. Et je pense que tout ça a été mis sur la table et quand on lit le discours du chef secteur, il y a une volonté manifeste de changer les procédures, de changer les mentalités et d'améliorer les rapports entre les contribuables et la douane camerounaise. Créée en 2001, l'entreprise citoyenne Biopharma demeure l'expert de la beauté noire et des peaux métissées. C'est la fin de cette édition du 19h50. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez demain 13h à l'île Piediou pour l'édition de la mi-journée à 19h50. J'aurai le plaisir de vous retrouver sur Canal 2 International et nulle part ailleurs. Bonsoir à tous.